Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une grosse interrogation qui taraude l'esprit de l'opinion publique. L'exonération douanière des produits européens en destination du Cameroun signifie-t-elle un arrêt de mort pour les entreprises camerounaises et leurs produits? La délégation de l'Union européenne au Cameroun défend l'APE. Cet accord de libre-échange est loin d'être un frein à l'essor du tissu industriel local, un avis que ne partagent pas de nombreux analystes économiques et politiques. Ils croisent leur regard dans ce journal sur l'impact de l'APE sur l'économie nationale. À la veille des Jeux Olympiques prévus au Brésil, Equinox Télévision pose un coup de projecteur sur la délégation des athlètes camerounais et leur porte-étendard, un jeune boxeur de 18 ans qui rêve d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Alors que la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne est perçue comme un arrêt de mort pour des entreprises camerounaises, la délégation de l'Union européenne au Cameroun défend l'APE. Le chef de cette délégation, Françoise Collet, était face à la presse à Yaoundé. Elle estime que cet accord de libre-échange est loin d'être un frein à l'essor du tissu industriel local et tente de présenter des opportunités qui existent dans le cadre de cet accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Cameroun. Reportage Marcelin Gransop. Françoise Collet a voulu battre le fer pendant qu'il est encore chaud, à savoir dissiper les malentendus qui ne cessent d'enfler à la faveur de l'entrée en vigueur de l'APE d'étape Cameroun-Union européenne. Pour le chef de la délégation de l'Union européenne, notre pays sort gagnant du mariage qui est scellé ce 4 août 2016. Tant les retombées sont juteuses, aussi bien pour les entrepreneurs, les consommateurs que l'économie nationale. Une plus grande sécurité pour tous les opérateurs. Désormais, tout est défini. Nous savons donc ce qui est un bien camerounais, nous savons ce qui est un bien européen. Des opportunités de développement, en particulier pour l'industrialisation du Cameroun. Vous le savez, donc nous avons distingué les biens selon les catégories. Et la première catégorie qui bénéficie donc du début du démantèlement comprend en particulier les machines-outils. Pourquoi les machines-outils? Pour permettre une industrialisation plus rapide du Cameroun à moindre coût donc pour les entrepreneurs. Pour les consommateurs, ils ne sont pas oubliés. Pour le citoyen camerounais, il bénéficiera évidemment indirectement de tout ce qui bénéficie à l'industrie camerounaise, mais il bénéficiera aussi très directement de la baisse des tarifs sur les médicaments. Les médicaments importés verront leurs tarifs baisser, dans un premier temps à 25%, puis à 0% donc de droits de douane d'ici 4 ans. L'Union européenne est disposée à accompagner les entreprises camerounaises qui ont plus que jamais besoin d'une mise à niveau pour affronter la concurrence qu'impose dès le 4 août 2016 l'arrivée massive des produits européens sur le marché local. Je dois mentionner que l'accompagnement sur les normes et sur donc la qualité des produits, elle ne se fait pas seulement dans l'accord lui-même, mais elle se fait très concrètement au travers d'activités notamment d'assistance technique. Vous disposez, vous le savez, d'une agence de normalisation, la NOR, et nous accompagnons ce type donc d'agence et également les entreprises. Et vous le savez, il y a également là aussi du côté camerounais un bureau de mise à niveau des entreprises, donc que nous accompagnons, que nous finançons, avec lequel nous avons conclu donc des engagements. Et nous passons aussi pour cet accompagnement via les agences onusiennes spécialisées, dont l'ONUDI, qui est donc présente ici pour accompagner le Cameroun dans cette démarche de mise à niveau à nos normes. Pour la délégation de l'Union européenne, l'accord d'étape du Cameroun est désormais la base des négociations avec la sous-région. D'où l'appel lancé en direction des autres pays qui hésitent encore. Donc ce sont de grands progrès, de grandes perspectives qui s'ouvrent. Bien sûr, il y aura des discussions, il y aura des négociations, mais cela confirme donc notre vision que nous sommes des partenaires, nous resterons des partenaires, nous sommes ouverts à la négociation et nous connaissons les bienfaits de l'APE
Et surtout, nous promouvons aussi l'intégration régionale et le développement. Et il est évident qu'il est préférable que d'autres pays de la sous-région rejoignent également l'APE. Et c'est ce que nous souhaitons pour donc, les prochains mois et les prochaines années. À la faveur de l'entrée en vigueur de l'accord d'étape Cameroun-Union européenne, Paul Biya a fixé les règles du jeu en signant la veille le décret fixant les règles d'origine applicables aux produits importés de l'Union européenne. Plusieurs produits camerounais sont assez compétitifs sur le marché européen. Selon Françoise Collet, le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, pense que l'accord de partenariat économique garantit des bénéfices mutuels entre l'Union européenne et le Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Nous avons déjà mis en œuvre toutes les dispositions de l'accord sans attendre donc ces derniers développements. Et ces dispositions donc ont été appliquées dès le 1er janvier 2008. Cela fait donc déjà 8 ans que le Cameroun bénéficie des bienfaits en fait de l'APE. Les bienfaits, c'est quoi? C'est en réalité un accord asymétrique. Nous ouvrons entièrement notre marché. Il n'y a aucune restriction, ni quantitative, ni tarifaire pour les biens camerounais. A contrario, comme vous le savez, le Cameroun n'a ouvert qu'à 80% son marché et le démantèlement tarifaire, donc, sera progressif. C'est donc, j'insiste, en toute souveraineté, en toute connaissance de leurs intérêts mutuels que le Cameroun et l'Union européenne ont donc mis en œuvre cet accord d'étape. C'est également, et parce que je sais que cela suscite énormément d'inquiétudes, une protection maintenue pour tout ce qui relève de l'agriculture camerounaise. Alors que le Cameroun, lui, peut exporter tous ses produits agricoles sans aucun droit de douane. Et vous le savez, le Cameroun exporte en particulier des bananes. Le Cameroun est devenu, en 2015, le premier producteur ACP de bananes devant la Côte d'Ivoire. Nous nous en réjouissons. Également, bien sûr, le Cameroun produit d'autres produits agricoles, dont le cacao, le café, qui commencent là aussi à percer sur les marchés extérieurs et qui ont une très grande réputation. Ce que le chef de la délégation de l'Union européenne ne dit pas, c'est qu'il s'agit essentiellement des produits. Ces produits camerounais sont essentiellement des matières premières qui se retrouvent sur le marché européen. Tous les arguments de l'Union européenne sur l'accord de partenariat économique sont démontés par les analystes économiques et politiques que nous avons rencontrés 2 jours avant la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Ils estiment que l'entrée en vigueur de l'APE est un péril sur l'économie nationale. Alex Djangan et Eric Martial Ndiomo. 4 produits phares camerounais sont concernés par ces accords de partenariat économique. Il s'agit du cacao, de l'aluminium, de la banane et du sucre. À côté, quelques autres produits d'envergure moyenne figurent tout aussi. Côté européen, les barrières douanières seront levées à l'entrée de leurs marchandises au Cameroun sur près de 1660 produits. Ce qui fait dire à certains que les prix vont connaître une baisse pour les consommateurs. Mais alors, à quel prix? Ces produits vont coûter moins cher, ça va permettre, n'est-ce pas, aux Camerounais d'acquérir ces produits à un bas niveau, à un bas prix, je veux dire, et puis ça va relever un peu le niveau de vie des Camerounais. Mais ça, c'est une réflexion à court terme, parce qu'à long terme, ça va produire d'autres effets qui ne sont pas, n'est-ce pas, de nature à plaire aux Camerounais. Ça va créer le chômage et ça va créer beaucoup d'autres problèmes. À moyen terme, il s'agit d'une situation qui pourrait donc asphyxier l'économie camerounaise. Je vous prends un exemple simple. Ce n'est pas la première fois que les accords de libre-échange existent. Entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, c'est un cas d'école. Il y a eu un accord de libre-échange. Les Américains sont venus s'installer au Mexique alors que les Mexicains pensaient qu'ils devaient exporter les fruits et légumes. Ils ont cultivé à grande échelle, ils ont exporté par des avions alors que les Mexicains n'avaient pas cette possibilité. Ils ont pris des terres dans les campagnes, les populations des campagnes se sont retrouvées en ville, ils n'ont plus d'emploi, les entreprises ont fermé parce que les produits locaux n'étaient plus compétitifs et on est arrivé à une situation où les Mexicains eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils avaient exporté les emplois en exportant ces produits, ces matières premières, et le président mexicain a tout simplement demandé aux Mexicains d'aller chercher les emplois là où les emplois se trouvaient. Ils sont déversés aux États-Unis. Cet avis est partagé par des hommes politiques. Mais est-ce que nous allons être gagnants? Là est tout le débat. Si l'on prend l'angle que nous sommes un pays qui sont en voie d'émergence, oui. Mais si l'on prend l'angle selon lequel
Est-ce qu'on a choisi le bon côté pour aborder cette négociation? Non. Je vous prends un exemple très simple pour que vous compreniez. Pour mettre à niveau les entreprises camerounaises, il fallait à tout prix choisir les secteurs les plus importants. Or, nous n'avons pas choisi les secteurs qui portent l'économie camerounaise. Et le premier secteur, à notre sens, au mouvement progressiste, aurait été le secteur transport. Aucun autre pays de la zone CEMAC n'a ratifié ces accords de partenariat économique et pourtant, l'Organisation mondiale du commerce avait prescrit que ces négociations se fassent entre l'Union européenne et non pas des pays mais plutôt des zones économiques. La précipitation du Cameroun pourrait avoir d'autres conséquences dans l'ensemble de la zone CEMAC. Les autres États vont se méfier du Cameroun, vont être un peu plus regardants dans leurs frontières pour éviter que ces produits qui rentrent au Cameroun en grande quantité ne se déversent chez eux et ça va poser un problème pour ce qui est de la libre circulation des biens dans la zone CEMAC. Il y a que en février 2016, les pays de la CEMAC se sont retrouvés à Libreville. Et à Libreville, les ministres ont constaté qu'il y aura un manque à gagner financier pour ce qui est de la fiscalité. Or, vous savez bien que la fiscalité finance en grande partie nos économies. Donc, ce manque à gagner devait être complété. Le dernier sommet extraordinaire de la CEMAC n'a pas apporté d'avancée significative sur la question. Les autres pays de la CEMAC disent vouloir simplement poursuivre avec les négociations. Vous l'avez suivi à l'instant, la délégation de l'Union européenne au Cameroun s'est félicitée du financement pour la mise à niveau des entreprises camerounaises. Cependant, cette opération piétine. Seules 65 entreprises ont bénéficié jusqu'ici de ce programme gouvernemental pour améliorer leur compétitivité économique dans le cadre de la libéralisation des échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Union européenne. Joël Essengé et Marcelin Gansop. Selon les données fournies par le bureau de mise à niveau, 346 entreprises ont adhéré au programme de mise à niveau, dont l'objectif est de préparer et d'adapter l'entreprise ainsi que son environnement au niveau des exigences du libre-échange. Sur les 346 entreprises, 157 ont été prédiagnostiquées, pendant que 65 autres étaient admises. Il s'agit des entreprises relevant entre autres du secteur de l'agroalimentaire, du textile, du bois et ameublement, de la chimie, du tourisme, des BTP et autres mécaniques. Ces entreprises ont été préparées à affronter la concurrence qu'impose dès le 4 août 2016 le démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais. Il s'est agi pour le bureau de mise à niveau de faire un diagnostic sans complaisance de l'existant des entreprises concernées, de procéder à la déclinaison d'un plan d'investissement matériel et immatériel, qu'il s'agisse des équipements de production, de la réfection des zones de fabrication des produits, que de l'appui à la gestion commerciale et à la mise en place d'une comptabilité analytique, sans oublier les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, l'assistance technique et l'implémentation des systèmes de management. Cette mise à niveau a donné aux entreprises qui se sont prêtées au jeu des arguments nécessaires pour aller à la conquête de l'espace commercial européen. Mais il y a encore du chemin, tel que le relève le bureau de mise à niveau que dirige Chantal Elombat. L'objectif est d'intéresser au moins 600 entreprises d'ici 2017. Mais plusieurs entrepreneurs ne semblent pas avoir compris la mutation qui est en train de s'opérer. La mise à niveau étant volontaire, la balle est désormais dans le camp de ces retardataires. Signalons à toutes fins utiles que le démantèlement tarifaire par le Cameroun ne sera possible qu'après la publication d'un texte portant sur les règles d'origine applicables aux produits importés de l'Union européenne. Ensuite, et conformément aux dispositions de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, ce démantèlement tarifaire se fera de manière progressive et par groupe de produits. Après le décès de André Fotso, président du JICAM, le secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun a rendu public un communiqué dans lequel il précise que l'intérim sera assuré par le premier vice-président du JICAM et par ailleurs directeur général de PHP Cameroun, François Armel, qui assurera l'intérim
à la tête du JICAM, selon un communiqué du secrétaire exécutif de cette organisation patronale. Dans le reste de l'actualité, la toute première session du Conseil régional de discipline du littoral s'est tenue ce jour dans les services du gouverneur à Bonanjo, sous la présidence du gouverneur Samuel Dieudonné Iva Dibois. Le Conseil s'est penché sur 4 cas d'indiscipline. Le premier est un professeur de lycée en service au lycée technique de Konjok. Le second cas concerne un enseignant du CETIC de Nyanon. Le troisième est un agent contractuel en service au ministère littoral. Et le dernier concerne un agent décisionnaire en service au ministère de la formation professionnelle du littoral. On note également que le gouverneur du littoral s'est prononcé sur la valeur de ce conseil régional de discipline. Je vous propose à présent d'écouter le gouverneur du littoral. De manière globale, je voudrais dire que c'est un exercice qui va amener un retour nécessairement à la discipline et puis faire en sorte que ceux qui travaillent loin de la capitale ne puissent plus croire qu'ils sont en train d'évoluer en marge de l'administration. Je veux tout simplement vous assurer que tout se passe très bien et surtout que nous écoutons beaucoup. Nous amenons les personnes ainsi interpellées à pouvoir se vider complètement pour que la mesure aussi soit appliquée en toute connaissance de cause. À présent, du retour des inondations à Konsamba, avec ce retour aussi des pluies, chacun met sur pied des stratégies pour tenter de sauver ses meubles et ses enfants en cette période de retour des inondations à Konsamba. Reportage Gladys Sidier et Cyril Diemba. La ville de Konsamba, comme plusieurs autres villes du pays, fait face aux inondations. Les populations ici ont adopté de nouvelles habitudes avec le retour des pluies. Elles sont sur le qui-vive et multiplient des stratégies pour empêcher les eaux de gagner leur domicile. Seul bémol, les barrières érigées par les uns pour se mettre à l'abri des inondations rendent la vie difficile aux autres. Cette rigole, quand il pleut là, c'est plein. Il faut que les gens qui peuvent enlever ça, il faut que la commune cherche quelqu'un qui cherche les gens, puisqu'au temps de Mengambo, c'est les gens de la commune qui ont enlevé ça. Ce n'était pas les villageois. Les murs qu'on fait au bord de l'eau là, c'est ça qui nous gêne aussi. L'as de pont là, comme les rigoles sont fermées, il faut qu'on canalise tout ça pour rendre la population un peu libre. C'est pour tenter de remédier à cette situation que les chefs de quartier se sont mobilisés sous la supervision du maire. Pour El Hadj Oumarou, les populations sont en partie responsables des inondations dans la ville. Il dénonce les constructions anarchiques et l'incivisme des riverains. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on passe maintenant à la phase active. La phase active qui consiste en la participation des populations elles-mêmes aux actions de leur propre commune. Il est question maintenant de passer à la phase active, c'est-à-dire qu'il faut que nous allons tous sur le terrain, curer les caniveaux, essayer de faire le nécessaire pour le drain, faire en sorte qu'il y ait moins d'inondations, sinon éradiquer systématiquement ces inondations-là. Pour solutionner le problème d'inondation, le maire appelle à la collaboration de tous. Il a ainsi décidé de fournir du matériel constitué de pelles, bottes, machettes et autres pour curer les caniveaux et drainer les eaux. En cette période estivale, la population sera aidée sur le terrain par une équipe de stagiaires. Restons dans le Mungo, où le budget d'investissement public est exécuté à hauteur de 41%, évaluation faite lors de la rencontre du comité de suivi du budget d'investissement public dans ce département. Reportage Cyril Diemba et Eric Martial Ndiomo. Le taux de 41% d'exécution des travaux ne satisfait que de façon relative les membres du comité départemental du suivi participatif de l'investissement public pour le Mungo, d'où les prescriptions du délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en vue de booster les réalisations. Celles-ci portent sur le respect des normes définies dans le cadre des contrats, le respect par les municipalités des calendriers de passage harmonisés, la transmission à temps par les maires des documents et autres rapports. Nous pensons que beaucoup reste à faire. Pour le moment, le département du Mungo enregistre un taux d'exécution physique
de 41,44% et un taux d'exécution physico-financier de 21,91%. Nous pensons que le décalage s'explique par le fait que peut-être déjà les projets bons de commande sont en train d'être exécutés significativement. Mais nous voulons que les projets de plus de 5 millions, vraiment que la situation bouge. De plus, il a été prescrit aux responsables de la chaîne du suivi l'organisation d'une rencontre afin de statuer sur la question du maître d'œuvre. Il est question au terme du deuxième trimestre que le taux d'exécution font la perfection. Les maîtres d'ouvrage qui sont les déclencheurs des projets, mettre la pédale sur l'accélérateur et qui puissent eux-mêmes s'impliquer, s'investir dans l'évolution et la maturation de leurs projets. Donc nous espérons que la sonnette d'alarme a été sonnée. Nous avons fait une présentation aujourd'hui commune par commune pour que chacun puisse rendre compte en ce qui le concerne. Nous ferons une évaluation commune par commune, arrondissement par arrondissement également lors du prochain comité de suivi. Ceci pour que chacun prenne ses responsabilités. Reste donc aux différents acteurs de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Tombi Aroko s'est-il présenté devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Il y était convoqué ce jour à la suite d'une plainte déposée par Abdourahmane Amadou et compagnie. Ces derniers donc accusent Tombi Aroko de faux, usage de faux et usurpation de titre du président de la FECAFOOT. Des précisions avec Aïk Cyril. Des stades qui seront modernes. Tombi Aroko Sidiki n'est pas au bout de ses peines. Alors que l'affaire qui l'oppose à Abdourahmane Amadou est encore pendante au tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse, le président de la FECAFOOT doit également affronter la justice camerounaise. Invité à se présenter devant le juge du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Tombi Aroko Sidiki est accusé de faux et usage de faux et surtout d'usurpation du titre de président de la Fédération camerounaise de football. La plainte au pénal avait été déposée fin 2015 par Étoile Filante de Garoua, représentée par Abdourahmane Amadou Baba, Banjoun FC, représenté par Joseph Antoine Bell, et Littoral Maison Mère, représenté par Emmanuel Loga. Les trois s'appuyaient sur la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, rendue le 12 novembre 2015 et annulant le processus qui avait conduit à l'élection de Tombi Aroko Sidiki le 28 septembre de la même année. Après avoir écouté les plaignants, le juge du tribunal de première instance de Yaoundé veut avoir la version des faits du président de la FECAFOOT. Maintenu à la tête de l'instance fêtière du football national, grâce à un communiqué signé du ministre des Sports et de l'Éducation physique le 18 novembre 2015, Tombi Aroko Sidiki avait déjà eu maille à partir avec la justice camerounaise au sujet des comptes bloqués de la Fédération camerounaise de football. Les Jeux olympiques s'ouvrent demain 5 août au Brésil. 24 athlètes camerounais y prennent part et l'étendard du Cameroun sera porté par Wilfried Seyi, jeune loup aux dents longues. Ce boxeur de 18 ans rêve d'une riche carrière et au bout de ses poings, des médailles d'or. Portrait du porte-étendard du Cameroun aux Jeux olympiques avec Joël Essengue et Aïk Cyril. Sa passion pour le noble art se révèle dès l'âge de 11 ans. Pas étonnant, Wilfried Seyi est fils d'anciens boxeurs. Son père, Rima Seyi, a été champion du Cameroun et champion d'Afrique. Je n'ai pas commencé déjà, je vais être champion. Mon père était d'abord un ancien champion d'Afrique. J'ai commencé à faire ça comme ça parce que je voyais mon père faire à l'âge de 11 ans. C'est là où mon père dit non, je suis encore petit. Fils d'ancien boxeur, Wilfried Seyi n'a cependant pas reçu le soutien de son père qui n'avait pas souhaité voir un de ses fils faire carrière dans le noble art. C'est finalement sous l'impulsion de son entraîneur que le jeune Wilfried va se frayer du chemin. Son premier véritable combat se solde par une défaite en 2009. C'était un tournoi. J'ai perdu en demi-finale contre
un boxeur de l'équipe nationale déjà. C'est là où j'ai continué jusqu'à faire mes tests avec l'équipe nationale. Si la première tentative est un échec, Wilfried Sey ne s'avoue pas vaincu. L'ardeur au travail et l'abnégation dont il fait montre vont porter du fruit. En 2014, alors qu'il est âgé de 16 ans, Wilfried Sey s'illustre de fort belle manière en remportant la médaille d'or au Dixiat organisé à Yaoundé. Ce premier titre apparaît comme le déclic d'une carrière prometteuse. D'autant que, pour sa première participation aux Jeux africains, il remporte la médaille d'or en 2015 à Brazzaville. Jeune loup aux dents longues, Wilfried Sey rêve grand. Il veut faire mieux que son idole. Mes idoles dans la boxe sont Floyd Mayweather et Mohamed Ali qui est aujourd'hui décédé. Je rêve de dépasser Floyd Mayweather, lui qui est champion du monde, parce que c'est par rapport à sa façon de boxer que je m'entraîne, par rapport à son intelligence, bref, c'est par rapport à lui que je m'entraîne dur, parce que j'ai envie de les dépasser. Désigné porte-étendard de la Cameroun Olympic Team pour les Jeux Olympiques Rio 2016, Wilfried Sey n'a pas oublié que sport et études font bon ménage. Le jeune boxeur de 18 ans compte bien reprendre les études qu'il a arrêtées en classe de première. Parlons à présent des Jeux militaires qui battent leur plein à Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest. L'affiche de la finale de handball est connue. La deuxième région de gendarmerie affronte le secteur militaire numéro 2. Le match se joue demain, vendredi, au complexe sportif de la communauté urbaine de Bafoussam. Lors des demi-finales, l'équipe de handball de région de gendarmerie numéro 2 a battu le secteur militaire numéro 6 et le secteur militaire numéro 2 a battu le secteur militaire numéro 9. Je vous propose à présent d'écouter les vainqueurs et les perdants de l'une de ces demi-finales. Je vous propose donc de suivre les vainqueurs et les perdants de l'une de ces demi-finales de handball des Jeux militaires à Bafoussam. On a eu à faire que 3 séances de regroupement au régiment du génie militaire dont mes gars venaient d'horizons diverses. Ça n'a pas été facile qu'ils puissent s'accommoder. Mais c'est plus l'expérience aussi du vieux joueur que je suis qui a pu donner cette victoire malgré que nous avons eu trop de déchets au début du match. On n'a pas mérité puisque vous-même vous avez vu le jeu. Ce n'était pas un match facile. On a joué jusqu'à leur prolongation et bon, la chance n'a pas joué de notre côté. Et c'est ça le jeu. Une erreur et l'autre gagne. Et bon, c'est le football militaire, c'est un jeu militaire et on accepte ça comme ça. C'est toujours l'armée camerounaise. En bref, les Lions de moins de 17 ans ont effectué leur 3e séance d'entraînement loin des caméras ce jeudi à Bafoussam. L'entraîneur Bertin Eboilé a peaufiné la stratégie offensive et défensive de ses poulains. Durant cette séance d'entraînement à huis clos, son équipe affronte le week-end prochain les Kenyans sur le nouveau stade Omnisport de Bafoussam. C'est un match aller du 2e tour éliminatoire de la CAN des moins de 17 ans. Je vous propose de suivre l'entraîneur des Lions de moins de 17 ans. Les joueurs se sentent maintenant très en forme. Je crois qu'ils ont récupéré de la fatigue du voyage et de la série de matchs de Brazzaville. Je pense que déjà hier nous avons vu de très très bonnes sensations. Nous pensons que ça va continuer ainsi jusqu'à dimanche. Déjà les derniers réglages à ce qui concerne les dispositions défensives et aussi mettre grand accent sur l'offensive réellement pour essayer de marquer beaucoup de buts. Vous savez, avec les jeunes, ça va très vite, il faut accentuer la communication. Ça a été un grand défaut pour nous à Brazzaville. Et je crois qu'ils ont compris qu'il faut beaucoup communiquer sur le terrain pour se faciliter la tâche. L'Union européenne défend mordicus l'APE. Cet accord de libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne est loin d'être un frein à l'essor du tissu industriel, un avis que ne partagent pas de nombreux analystes économiques et politiques. On en parle dans une poussière de seconde. Je reçois sur ce plateau Hilaire Zipan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
membre donc militant du mouvement progressiste et analyste des politiques publiques. Vous avez suivi le chef de la délégation de l'Union européenne s'exprimer dans ce journal. Elle évoquait les opportunités qu'offre la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique, notamment la disponibilité des biens d'équipement pour l'industrialisation du Cameroun, la baisse des tarifs sur les médicaments importés de l'Union européenne et la disponibilité de l'Union européenne pour la mise à niveau des entreprises camerounaises. Est-ce que cet argument vous convainc sur la nécessité, sur le bien fondé de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne? D'abord, il faut dire que nous ne pouvons plus rien face à cet accord, maintenant qu'il est entré en vigueur. Il s'agit donc d'abord de planter le décor de ce que c'est que cet accord lui-même, cette convention. Ensuite, dans le cadre juridique, décliner vers l'application économique réelle. Pour que les téléspectateurs comprennent très bien, l'ensemble du corpus juridique, c'est à peu près 108 articles dans ce qui concerne la convention. Et nous avons vu que dans le Cameroun Tribune d'aujourd'hui, le chef de l'État a signé enfin le décret d'application administratif. Il est constitué également de 42 articles. C'est pour dire que c'est un document extrêmement volumineux. Il suffit de rappeler aussi aux téléspectateurs que cette négociation a duré à peu près 13 ans. Donc c'est suffisamment long. Vous voyez que d'abord sur le temps et sur le corpus juridique, c'est un problème volumineux. Maintenant, dans l'application économique, qu'est-ce qui va changer? On va procéder dès aujourd'hui au démantèlement des tarifs douaniers. Et on a classifié naturellement les produits en 3 groupes qui vont rentrer sur le marché camerounais. Il y a un premier groupe, un deuxième et enfin un troisième groupe. Il faut dire que cet accord globalement va durer 10 ans, qui commence en 2016 et va se terminer en 2026. Donc vous voyez que c'est un accord qu'on ne peut pas réduire sur ce plateau en quelques secondes. Et un accord d'étape, pour le préciser, c'est un accord d'étape vers l'accord définitif de partenariat économique avec l'Union européenne, démantèlement tarifaire, près de 1700 produits européens concernés pour cette première étape du démantèlement tarifaire. Alors, est-ce que ces arguments dont présente le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun tiennent la route, selon vous? Elle ne dit rien de nouveau. Ce qu'elle a essayé de révéler, c'est ce qui se trouve dans les accords. Donc, elle ne dit rien de nouveau. Elle essaie d'interpréter. Et je pense que les téléspectateurs ont besoin d'explications économiques à partir donc des positions géostratégiques dont bénéficient les deux partenaires. L'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants et c'est le pouvoir d'achat le plus important au monde. L'Afrique centrale, bien entendu, c'est à peu près 70 millions d'habitants. Si on l'étend au niveau des RDC, nous allons à peu près une centaine de millions. Mais il va sans dire que dans la CEMAC, le pays moteur phare, c'est bien entendu le Cameroun. Une fois que le Cameroun a accepté de signer l'accord d'étape, cela veut dire que la zone CEMAC n'a plus de choix que de suivre. D'ailleurs, c'est ce qui a été décidé par le chef d'État en mandatant le président Ali Bongo Ondimba d'être le négociateur du chef d'État pour que les accords... Mais il faut préciser justement que les présidents des pays voisins en Afrique centrale n'ont pas signé cet accord d'étape réuni lors du sommet extraordinaire de la CEMAC à Malabo en Guinée équatoriale. Ils ont mandaté donc le président gabonais de venir rencontrer la partie camerounaise pour reporter le démantèlement tarifaire parce qu'ils estiment qu'il y a des aspects qui ne sont pas profitables pour leurs différentes industries. Alors comment comprendre cette dissonance dans la politique de la sous-région? Il s'agit donc de savoir à quel niveau se trouve notre économie. Et permettez-moi en quelques minutes pour que les téléspectateurs comprennent. Lorsqu'on a eu la dévaluation en 1994, le Cameroun était le seul pays de la zone franc qui a choisi de baisser plutôt les salaires. Premier élément. Deuxième élément, l'économie camerounaise a bénéficié de sa compétitivité quant à l'exportation de ses produits. Ensuite, lorsqu'il s'est agi que le Cameroun a fait le choix de privatiser un certain nombre d'entreprises stratégiques, on l'a mal mené. Et donc, par conséquent, l'économie camerounaise se trouve au creux de la vague. Dès lors, il s'agissait donc de pouvoir rapidement faire une course pour essayer de relancer l'économie camerounaise dans 2 secteurs, 2 orientations. La première orientation, c'est d'industrialiser. Et là, il y a eu le document de stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les accords de partenariat économique, les documents de stratégie restent d'actualité? Non. Vous avez couvert avec beaucoup de brio, bien entendu, la semaine qui s'est passée à Yaoundé. La conférence économique. Exact. Vous avez suivi beaucoup de brio. Cameroun, terre d'attractivité. Et là, est-ce qu'elle a un peu d'actualité au regard de tous les événements? Je crois que non. Maintenant, une fois que ce décor est planté, il faut voir maintenant les conséquences réelles
sur le bien-être des populations. Il va sans dire qu'on va avoir certainement beaucoup plus de produits à l'importation moins chers. Est-ce que cela va créer des emplois? Je ne crois pas. Pourquoi vous ne croyez pas que cela va créer les emplois? Quels sont les arguments que vous avez? À partir du moment où vous importez complètement les produits pharmaceutiques complètement finis, vous ne créez pas d'emploi. À partir du moment où vous allez acheter le livre complètement fini, vous ne créez pas d'emploi. À partir du moment où vous avez seulement la possibilité d'acheter les outils pour ce qui est de l'agricole, là, ça peut créer des emplois. Mais dans ce secteur, vous êtes d'accord avec moi que nous n'avons pas encore réglé le problème du foncier pour permettre les grandes industrialisations. Donc, en clair, il y a la balance commerciale qui va se creuser davantage. Exact. Bien. Maintenant, il aurait été bon que l'on commence d'abord par le secteur qui peut très rapidement être le vecteur de l'économie. Et pour nous, le vecteur de l'économie aurait pu être le transport. Et là, on aurait pu bien rapidement mettre à niveau, à travers les syndicats, bien entendu des transporteurs, la plupart des grandes entreprises. D'autant plus que vous avez des grandes entreprises aujourd'hui qui gèrent complètement le secteur du rail. Vous avez les grandes entreprises importées qui gèrent complètement, à travers, pour ne pas les citer, des camions pour regarder la cimenterie que je ne n'ose pas citer ici. Alors, il faut préciser aussi qu'il y a quand même des produits qui sont exclus de cette libéralisation des marchés. Il s'agit notamment des produits agricoles et non agricoles transformés, mais aussi des produits alimentaires. Et bien sûr, le secteur d'activité des boissons hygiéniques au Cameroun. Est-ce que cela ne montre pas que le gouvernement veille aussi à préserver ce tissu industriel qui reste encore jeune et embryonnaire? Oui, mais pourtant, il nous faut de la matière, il nous faut de l'expérience, il nous faut de la main-d'œuvre, il nous faut également de la formation. Mais qu'est-ce qu'on a mis pour mettre à niveau ces entreprises-là? Vous voyez que nous sommes très loin. Et regardez les secteurs sur lesquels la représentante de l'Union européenne a semblé s'exprimer. Elle s'est exprimée sur la banane. Vous savez qui gère la banane aujourd'hui. Elle s'est exprimée sur, bien entendu, l'autre produit, le cacao. Vous savez bien qu'on vient à peine de mettre en place une entreprise de transformation de cacao à Keken. La majeure partie, il ne s'agit que des fèves de cacao qui sont exportées vers l'Union européenne. Exact. Donc pas transformées sur place. Pas transformées sur place. Donc nous pensons que, comme elle a si bien dit, il y aura donc de la négociation qui va aboutir à de la discussion qui va aboutir à la négociation. Donc nous pensons qu'il est bon que le gouvernement de l'État du Cameroun mette rapidement en place un groupe d'experts, pour ne pas dire un ministère entier chargé de cette négociation-là. Il faut à tout prix qu'il y a. Pourquoi? Pour éviter que le logiciel du savoir, c'est-à-dire que les gens qui sont tout autour de l'appareil administratif et qui se sont passés pour les chefs d'entreprise, maintenant que même le GICAM a perdu son porte-étendard, qui est donc son président, il va sans dire que nous aurons des négociations très très difficiles. Donc je reviens pour nous, et là c'est la compréhension du mouvement progressiste par le biais de Jean-Jacques Ekindi, qui est le coordinateur général, qui pense que le secteur transport doit être le premier vecteur sur lequel nous devons aider tous nos chefs d'entreprise à être d'abord au niveau. Un secteur de transport ne peut se développer sans infrastructure routière, et c'est là aussi l'une des épines. Non, nous pensons que le gouvernement fait déjà des efforts pour ce qui est, par exemple, de Douala-Yaoundé, de cette autoroute, même si elle piétine. Pour ce qui est de Kribi, avec, bien entendu, le port en eau profonde, c'est déjà un début. Il va s'en dire aussi qu'il faut maintenant des infrastructures. Mais pour transporter le produit de Kribi, de Douala, pour l'intérieur du pays, il faut à tout prix le vecteur transport. Je voudrais donc terminer sur ce point-là en disant que vous voyez que les pays limitrophes, c'est-à-dire que le Tchad, la Centrafrique, dépendent à 90% du Cameroun. Il va sans dire qu'une fois que le produit est entré au Cameroun dans l'exonération de droits de douane, ce produit, inéluctablement, va se retrouver sur le marché tchadien. Est-ce qu'il y aura donc pas des conséquences sur le plan sous-régional, puisque le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale refusent d'adhérer à cet accord d'étape de l'APE? Est-ce qu'ils permettront justement que ces produits qui entrent sur le sol camerounais puissent se retrouver sur le marché des pays voisins? La question que ces pays posent là, il est très clair. Le manque à gagner à l'importation pour eux, qui sont les revenus fiscaux, tels que les taxes, les droits de douane et consorts, doivent être comblés. Et là, pour le moment, on ne répond pas. Et c'est pour ça qu'ils mettent un veto. En fait, ils n'ont pas beaucoup de choix. Mais il va sans dire que la locomotive ayant choisi d'adhérer, ils n'ont plus beaucoup de choix. Mais maintenant, il faut qu'ils négocient parce que, comme on dit souvent un proverbe, quelle que soit la colère du cafard, il sera toujours mangé. Alors, l'APE avait deux volets, un volet commercial et un volet développement. Et sur ce deuxième volet, l'on n'a pas véritablement perçu une mobilisation des fonds de l'Union européenne pour transformer les industries de la sous-région Afrique centrale. Est-ce qu'on peut continuer à évoluer dans cette perspective-là? Il faut dire que l'organisme qui est chargé de la mise à niveau des entreprises ne fait pas réellement son travail. Vous avez cité là, avec beaucoup de brio le niveau.
Sur 365 entreprises, 65 à peine on arrive à les mettre à niveau. Et le Cameroun en compte près de 100 000 entreprises, dont 80% sont essentiellement des PME. Exact. Donc vous voyez que là, nous sommes très loin du compte. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je dis, il y a les administrateurs qui se sont accaparés de la chose économique. Et il faut à tout prix, je le dis, c'est un cri de cœur, que les experts rentrent. À la limite, qu'un ministère soit dédié et que tous les politiques, les industries, les industriels et bien entendu les économistes puissent participer pour que ce mouvement puisse prendre corps. Une fois que maintenant que nous sommes complètement à l'intérieur du guet, il s'agit maintenant de modifier le rapport de force. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une faible mobilisation du secteur privé lui-même qui doit pourtant jouer son rôle de moteur de la croissance économique? Le bureau de mise à niveau est un bureau qui a été mis en place pour une adhésion participative, volontaire, mais l'on voit que très peu d'entreprises se bousculent aux portes du bureau de mise à niveau pour pouvoir améliorer la compétitivité économique. Je profite de votre tribune pour dire, par exemple, nous qui exerçons dans le secteur transport, nous organisons donc rapidement une mise à niveau pour tous les transporteurs jeudi le 10 à Papalas. Pourquoi? Parce qu'il faut rapidement prendre le taureau par les cornes pour permettre à ce que les entreprises puissent avoir la visibilité dans cet accord. Or, pour le moment, on ne le voit pas assez. On s'en rend compte des grandes déclarations, des grandes intentions et il n'y a rien de concret. Or, nous sommes maintenant dans le concret. Mais je peux me réjouir aussi que, quelque part, lorsqu'on va baisser les tarifs douaniers pour ce qui est de produits pharmaceutiques, ça va donner un bouffeur d'oxygène. Mais en même temps, là, le gouvernement est en retard. Vous êtes sans ignorer qu'on a décidé de faire la santé pour tous, bien entendu, cette assurance universelle. Et là, nous sommes en retard. Imaginez un seul instant que cette baisse des tarifs de ce qui concerne les produits arrive au moment où on avait fait l'assurance pour tous les Camerounais, on serait en droit d'être bénéficiaire. Et vous êtes sans ignorer que les images que nous voyons, par exemple, au niveau du marché central, où les produits sont complètement en plein air, ne peuvent plus être revus pour la partie camerounaise. Donc là, il y a une bouchée, c'est possible, et nous pensons que cette année, les livres vont baisser sensiblement pour ce qui est des parents d'élèves, pour que les jeunes puissent avoir accès. Mais là également, il y a un autre problème, c'est qu'une fois qu'on a les livres, on aura les salles de classe qui sont complètement pléthoriques. Et là encore, il y a encore une absence de politique. Vous voyez que tout s'enclenche et qu'on a nécessairement besoin d'avoir une visibilité pour savoir si le DRCE reste la vision, pour savoir si, bien entendu, les résolutions prises lors de la grande conférence de Yaoundé restent d'actualité, ou si maintenant c'est les accords de partenariat économique. Donc vous voyez qu'il faut une coordination gouvernementale. Et là, je rappelle de tous les vœux à un nouveau ministère avec des experts. Merci Hilaire Zipan pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste des politiques publiques et militant du mouvement progressiste. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la météo du vendredi 5 août.